Donc on va commencer. Merci d'être venu. Que, l'atelier sur la plateforme web, ça va être le troisième atelier du club de hacking sur cette session. Donc ça va suivre l'atelier sur les scans. Donc le sommaire, j'avais dit que je parlais de BIF, XSS, ce genre d'affaires, puis j'ai enlevé du stock parce que je trouve que ça... Là j'ai 50 slides là, à peu près, donc je trouve que ça va faire beaucoup pour une seule soirée. Donc j'ai enlevé quelques trucs que j'avais dit qu'on allait voir, quoi. Voilà le sommaire là. Donc on va commencer par une rapide introduction. Donc ça va être obvious pour beaucoup de monde là, mais c'est juste une mise en contexte, quoi. Et puis la deuxième partie, ça va être donc on va voir le web côté client. Et donc on va voir les principaux technologies côté client. Et puis on va faire un peu de débugage. Et là on vous serez capable de faire les premiers challenges de base pour le web. Ensuite, on va voir la partie encodage. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra que vous maîtrisiez si vous participez au Hackfest le samedi au mini CTF organisé par l'OASP. Ça, c'est un truc qu'il faudra maîtriser. C'est pas trop compliqué là, mais c'est le truc qu'il faut savoir. On utilisera Burp Suite, le Burp Decoder là pour faire les démos et on fera à nouveau des challenges sur ça. Quatrième partie ensuite, donc ça sera le web côté serveur, donc on fera un rappel de comment fonctionne le protocole à HTTP. Et puis donc c'est ça. Et puis ensuite on verra comment on peut éditer les requêtes HTTP avec Burp Suite. Donc on verra les principaux outils de Burp Suite, là. Donc le proxy, le spider et l'intruder, avec à chaque fois des challenges pour vous faire pratiquer. Et puis donc ensuite sixième partie, donc ça sera les injections SQL. Donc on verra la base, donc ça sera pas, on verra pas les requêtes, les injections avec Union, ce genre d'affaires. Donc ça sera vraiment la base. Et puis donc avec toujours des challenges à la fin. Et puis le XSS, donc je pense que ça sera la partie la plus compliquée. Enfin exploiter le XSS, ça sera la partie la plus compliquée, je pense, de l'atelier. Donc on verra les bases du XSS, au principe de base, et puis on fera un challenge de base là-dessus, où il faudra que vous exploitiez, donc usurper le cookie d'un administrateur, quoi. Donc ça. Et puis à la fin, donc des challenges bonus qui regroupent un peu tout ce qu'on a fait, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que le web? Donc tout le monde sait c'est quoi là, mais donc le web ça veut dire World Wide Web. Donc ça consiste en gros c'est des pages des pages web qui sont reliées par des hyperliens, quoi. Donc aujourd'hui donc tout est connecté à Internet, même les devices, l'IoT, tout ça là. Et donc le web constitue un vecteur d'attaque important là. Je sais pas si vous êtes au courant de l'attaque des DOS DIN là. Je crois que c'était fait avec des devices IoT là. Donc, voilà. Euh, donc je mets toujours des liens vers des liens vers le slide, vers la doc là. Puis je me base toujours sur les bases du hacking chez Apitis et puis un autre livre, euh, je me rappelle plus du nom là, mais vous les verrez dans les références, quoi. Un autre livre qui parle vraiment que du web là. Qu'est-ce qu'une URL? Donc URL pour Uniform Resource Locator, donc c'est une adresse web et ça permet donc d'identifier de manière unique une ressource sur le web là. Donc pas forcément qu'une page web, ça peut être un fichier TXT, PDF ou n'importe quoi. Donc là il y a un exemple ici là, donc c'est vraiment la base du web là. Donc voilà, donc là on passe à l'autre partie. Donc qu'est-ce que le HTML? Donc les pages web c'est le langage des pages web en fait. Donc ça veut dire Hypertext Markup Language. Donc c'est un langage de balisage un peu comme le XML. Donc là je sais pas si on voit très clairement là, mais en gros là c'est le ça c'est comment est balisée une page HTML. Donc ici on voit, donc moi je vois pas très bien là, mais ici on voit le doctype. Donc là, le doctype c'est la version de l'HTML utilisée. Donc là, pour celui-là, c'est la plus récente et puis la plus simple, hein, la moins verbeuse, là, donc c'est pour l'HTML5. Il y en a d'autres pour le XHTML, le HTML4, tout ça. Donc les sites récents sont normalement codés tous en HTML5. Donc c'est toujours séparé avec la balise id et la balise body. Donc dans la balise id on met toutes les références vers des fichiers externes là, par exemple pour le CSS là. Et puis là on voit aussi qu'il y a un fichier .js, je le mets toujours à la fin, on peut les mettre dans le id là, mais pour les vœux navigateurs, pour être sûr qu'il les charge
une fois que la page HTML, que tout est chargé, c'est mieux de mettre le JS à la fin là. Aujourd'hui c'est peut-être plus d'actualité, mais j'ai toujours gardé cette habitude quoi. Voilà, puis là, tout ce qui affiche la page, c'est une balise P avec blabla. Donc c'est vraiment la page HTML de base quoi. Le CSS, donc comme on a vu, ça permet de mettre du style de mettre en page une page web. Donc là, ici là, on la charge ici là avec rouge.css. Puis là, tout ce que ça fait, ça met en rouge le texte ici, blabla quoi. Tout ça, c'est le navigateur web qui l'interprète quoi. Là, on a la liste des principaux navigateurs. Moi, je préfère toujours Firefox. Et puis sur Kali, c'est Firefox qui est utilisé. Donc c'est celui-là qu'on utilisera pour le lab. Mais pour faire les ateliers, vous pouvez vous servir des autres navigateurs si vous voulez. Google Chrome, ça peut être un choix aussi quoi. Voilà, ensuite le JavaScript. Depuis le début du web, les technologies ont pas mal évolué. Et puis maintenant, on peut dynamiser les pages avec le JavaScript quoi. Donc le JavaScript c'est un des langages de script les plus connus, il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le JavaScript c'est quand même le langage de script le plus utilisé quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JavaScript, ça s'exécute du côté client. Euh, et les scripts qui sont exécutés par le navigateur et de l'utilisateur et non pas par le serveur web. Donc ça c'est quelque chose d'important qu'il faut savoir quoi. Ce script là, ça sera exécuté, si je reviens, voilà, ça sera exécuté par le navigateur quoi. Voilà, là il y a un exemple de base en JavaScript, là c'est ce que fait la page là. Donc là je mets juste un alerte coucou, donc c'est une page texte, une boîte de dialogue là, et puis là je vais dans le document, ça représente la page web en fait. Puis là je vais chercher tous les éléments par leur tag, donc P. Donc là ensuite tout va dans LM. LM est un tableau qui prend tous les éléments P. Donc là il y en a qu'un. Je vais chercher dans le premier index 0 le contenu de la page. Puis là avec l'opérateur plus égal, je rajoute cette balise là, donc du contenu quoi. Voilà, donc là on va on va voir comment on peut débugger les pages web avec le débugger. Lorsqu'on veut tester le fonctionnement d'une page web, la première chose à faire c'est d'afficher le code source de la page. Donc avec Firefox, il suffit d'utiliser le raccourci U. Donc c'est ce que je vais faire juste pour la démo avec la page web que j'ai utilisée. Voilà. Voilà, donc ça c'est la page de base là. Si je mets CTRL U, là j'ai la source. Donc ça c'est la première chose, ça c'est vraiment la base hein, pour l'exploitation web. Donc là on voit tout mon code source d'avant. Et puis là si vous avez tous installé, donc normalement je l'ai voilà. Si vous avez tous installé Firebug dessus, normalement vous avez soit quelque part ici, soit ici là, le, le débugger. Qui ne veut pas se lancer. Ah, voilà. Donc là j'ai donc ça c'est Firebug. Donc ça permet de débugger si je recharge la page par exemple. Voilà, là on voit la boîte de dialogue là tout à l'heure. Voilà. Et puis là j'avais mis mes breakpoints. Donc là je fais pas ça. Donc là j'ai ma page HTML telle qu'elle est affichée en ce moment là. Donc là si je vais dans le code source, vous voyez qu'il n'y a pas bleu puisque ça s'affiche dynamiquement via le JavaScript. Mais ici dans le debugger il y aura tout ce qui est affiché en ce moment là. Le debugger, on peut voir dans les onglets le CSS qui est chargé, notre JavaScript ici, puis d'autres affaires qu'on verra peut-être plus tard quoi. Donc, pour les réseaux, par exemple pour l'Ajax aussi, pour débugger c'est pas mal utile quoi. Puis là ce qui est important de savoir, c'est dans la console on peut exécuter le JavaScript directement. Donc par exemple si je fais OK comme ça,
Voilà, donc là, ça m'affiche, ça exécute mon JavaScript quand il valide. Puis il y a tous les messages d'erreur, si jamais mon JS fonctionne pas, tout ça. Donc quand vous ferez des pilotes, tout ça là, cet outil est très utile pour voir si votre pilote marche correctement, quoi. Donc ça c'est vraiment la base, quoi. Donc c'est un outil très complet, donc plus vous l'utiliserez, plus vous le maîtriserez là. Donc là je vous ai montré la base là. Donc ici on peut mettre des breakpoints sur la partie script du JavaScript. Ici, je recharge la page. On voit qu'il y a rien qui s'affiche pour le moment parce que il y a le breakpoint qui s'affiche là. Et puis là, je mets plus. Hop, là, j'ai vous. Là, il n'y a toujours pas la balise string qui s'affiche parce que j'ai pas encore exécuté le code. Voilà, donc c'est un debugger, quoi. Donc avec ça, vous êtes prêt pour faire les premiers challenge là. Donc tous les challenges qu'on va faire, ça sera sur RootMe et Ring 0, quoi. Donc RootMe c'est un peu plus basique que Ring 0, mais on en fera quand même quelques-uns sur Ring 0 là, de base là. Donc vous êtes capable de faire ces trois challenges là. Donc ça, je passais à la suite. Donc on va voir l'encodage un peu. Donc on va voir vraiment les bases, comment ça marche tout ça. Donc on va commencer par le système binaire. Euh, Voilà. Bon, tout le monde sait ce que c'est donc un ordinateur fait qu'exécuter un chiffre de bits, donc un bit valant soit 1, soit 0. Donc ça c'est le système de numérotation du système binaire, donc c'est vraiment le système le plus simple, quoi. Et puis donc l'unité d'information utilisée c'est l'octet qui est composé de 8 bits, quoi. Donc un octet permet entre autres de stocker un caractère. Donc là voici un octet. Puis pour le convertir, c'est assez simple. Je pense que pas mal tout le monde sait le faire là. C'est ça. Donc moi, je prends le bit de poids faible, je mets puissance à 0 fois 1. Ensuite je monte, donc je prends le 0, je mets puissance 2, puissance 1. J'augmente les puissances à chaque fois que je change de chiffre, jusqu'au bit de poids fort où je mets 2 puissance 7. Et voilà. Et puis là, ça nous donne 77 en système décimal. Donc le système hexadécimal, donc donc les nombres binaires étant qu'à deux symboles, c'est rapidement très long. Donc pour faciliter la lecture des chiffres binaires, on utilisera le système décimal est utilisé. Donc le système décimal, ça contient 16 symboles, donc les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Donc pour convertir, donc il y a plusieurs façons de convertir un nombre binaire en hexadécimal. Moi j'ai ma méthode, donc on verra ma méthode là, mais il y en a d'autres. Donc moi ce que je fais, c'est que je divise le chiffre binaire par 4 et puis je fais l'opération suivante là. Donc là, par exemple là j'ai 0, 1, 0, 0. Je fais comme ce qu'on a vu avant, puis là ça me donne le chiffre en base décimale, et donc là ça fait 4, et puis là 4, 16 parce que c'est le même truc. Puis là ensuite quand ça dépasse 10, en fait dans ma tête je fais 10, je sais que ça correspond à A, 11 ça correspond à B, C, D, E, F, et puis F ça correspond à 15. Donc là 13 ça fait D, puis là après j'assemble ce que j'ai trouvé ici, puis ça me donne 4D, quoi. Donc ça c'est ma méthode. Voilà. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est donc l'ASCII, donc American Standard Code for Information Interchange. Donc c'est la norme de codage de caractères en informatique. Bon, il y a l'UTF et tout ça, mais l'ASCII est toujours appliqué. Donc le principe est assez simple, c'est chaque lettre de l'alphabet correspond à une suite de bits là. Donc il existe 127 caractères dans cette norme. Et on a donc besoin de seulement 7 bits pour encoder ces caractères. Le bit de poids fort étant toujours à 0. Donc pour voir à quelle suite de bits correspond un caractère, il y a une table de ASCII qui existe. Donc on va aller la voir. Voilà, donc c'est ça. Donc si on revient à ce qu'on avait fait avant, donc si je vais à 4D 77, ça correspond à la lettre M, quoi. Donc c'est les calculs qu'on a fait avant. Et puis là on a la chiffre d'octet. Donc seulement 7 bits ici là. Donc voilà. C'est ça. Donc si vous voulez savoir à quoi correspond tel ou tel caractère, ça marche sur tout, hein, pas que sur le web là. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux encodages. Donc ça c'est important. Les applications web utilisent plusieurs encodages différents pour leurs données. L'encodage, l'URL est l'une d'entre elles, quoi.
Voilà, donc les URL ne peuvent pas contenir ne peuvent contenir que des caractères imprimables, soit les caractères 20 à 7E dans la table ASCII. Donc l'encodage URL, bah, ça permet d'encoder certains caractères ayant une signification spéciale, comme le plus qui signifie un espace en fait, quoi. Donc voilà, comme ça celui-là est pas interprété. Donc un encodage URL, c'est préfixé par le caractère pourcentage et suivi de son code ASCII en hexadécimal. Donc on a par exemple %3D qui vaut à égal, %325 qui vaut à pourcentage même, et pourcentage V qui vaut à espace. Donc ça c'est des trucs, ces trois-là qu'il faut connaître. Par exemple, on a la chaîne suivante, donc 0 plus 0 égale la tête à Toto, et bien ça vaut cet encodage là. Donc là on va commencer à voir un peu Burp Suite pour ceux qui l'ont installé. Juste la partie encodage en fait, donc ici là on a une partie décodeur. Si je mets la chaîne que j'avais tout à l'heure, si j'arrive à la, voilà, j'arrive à la copier, donc copier, hop, hop, donc là je vais juste, pour pas qu'il, voilà, donc, et puis là je vais mettre encode URL, voilà, et puis là on voit donc là on a notre encodage en URL, donc j'ai mis en code URL, et puis il y en a d'autres qu'on verra, il y en a d'autres qu'on verra plus tard là. Voilà, et puis là on voit pourcentage V qui correspond à cet espace là, et voilà. Donc quand vous voyez des trucs bizarres comme ça, bah, vous saurez ce que c'est maintenant. Donc prochain, voilà, donc le prochain encodage, c'est l'encodage HTML. Donc si vous avez vu le code de HTML de tout à l'heure, bah, il y a certains caractères spéciaux comme l'apostrophe et les chevrons. Donc si on veut l'afficher en tant que contenu et pas en tant que code dans le HTML, et ben il faut qu'on puisse faire en sorte qu'il ne soit pas interprété. Donc ça, l'encodage HTML bah, va servir à ça. Donc l'encodage HTML est préfixé lui du caractère et. Donc là suivi, alors ça change quoi, c'est pas comme l'encodage URL. Donc soit d'une chaîne de caractères spéciaux, donc par exemple on a $cote point virgule, donc qui correspond au double apostrophe. Ensuite on a apostrophe pour l'apostrophe simple, et puis amp pour le et quoi. Puis on peut faire la même chose avec le dièse suivi de l'ASCII en décimale quoi. Donc dièse 34 pour les mêmes caractères qu'on a vu tout à l'heure, et pareil pour l'hexadécimal, sauf que là c'est dièse suivi du X avec donc la valeur en hexadécimal ASCII quoi. Donc l'encodage par exemple de cette chaîne là, ça fait ceci quoi. Puis là si je reviens donc si je reviens à Burp Suite, s'il veut bien. Bon, ça rame un peu, désolé. Voilà, ça frise encore. Putain. Bon, je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai ma machine qui frise à chaque fois. Enfin, j'ai toujours la souris qui marche là, mais ah voilà, ok. Un peu de temps à comprendre ce qui se passe quoi. Voilà. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est peut-être OBS qui me bouffe mes trucs là. Hop, donc là je vais dans encode HTML, et puis là j'ai la chaîne qu'on a vu tout à l'heure encodée en HTML, encodage HTML quoi. Voilà. Donc ensuite voilà, et puis là dans la documentation il y a le livre qui est disponible au club, The Web Application Account Book. Donc ça c'est vraiment le livre de référence pour toute la sécurité web là en fait. Donc moi je vous recommande de l'avoir, il est disponible au club, donc vous pouvez le consulter si vous venez au club quoi. Donc voilà. Puis tout ce que je dis, je me suis basé sur ce bouquin aussi là. Donc voilà. Ensuite l'encodage en base 64. Donc ça permet de représenter n'importe quelle donnée binaire avec seulement des caractères ASCII imprimables.
parce que dans la plupart des protocoles qui utilisent Internet, ils n'acceptent que les caractères imprimables, quoi. Donc cet encodage utilise les 60 caractères suivants, donc c'est-à-dire les lettres de l'alphabet en majuscule minuscule, les chiffres de 0 à 9 et le plus et le slash, quoi. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple, quoi. Donc par exemple on a l'encodage T, on va le convertir donc, avec sa valeur binaire. Donc là on a je pense que ça fait je pense pour un caractère on a 8 bits là. Puis là on divise toute cette chaîne par 6. Voilà. Puis si jamais le dernier groupe n'a pas une taille de 6, on rajoute le nombre de zéros nécessaires pour que ça fasse 6, quoi. Donc là on a rajouté 4 zéros ici, quoi. Voilà. Ensuite on convertit ces nombres binaires en valeurs décimales, donc comme ici. Puis là avec ces chiffres, donc ces chiffres là ça correspond aux index des caractères en base 64. Donc là on a V, G, L, Z, Q. Donc par exemple si je prends 21 et que je reviens là-bas, bah, si je fais 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, bah, ça ira à la lettre V. Pareil si je prends G, donc là on a 6, donc là ça 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ouais, c'est comme ça que le base 64 fonctionne. Il faut que la taille de la chaîne, une fois que l'encodage est terminé, soit un multiple de 4, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc là, on a 6 caractères, donc il nous en faut 8. Et bien on rajoute des caractères égaux à la fin de la chaîne. C'est pour ça qu'en base 64, on voit des caractères égaux à la fin. Donc bien sûr, il y a tous les... il y a Burpsuit qui nous permet d'automatiser tout ça, et puis sur internet, Google, vous mettez base 64, décodeur, encodeur, vous aurez tout ce qu'il faut. Mais je pense que c'est bon à savoir comment ça marche derrière, quoi. Voilà, donc là j'ai toujours la même chaîne, et puis là je mets encode, base 64, et voilà. Donc là j'ai mon base 64 avec mes égales derrière, et voilà. Donc voilà, donc là vous êtes prêt à faire les challenges suivants. Je vais faire, donc là ça va être un peu la théorie pendant 10 minutes là. Donc donc je vais rappeler ce qu'est le protocole HTTP, comment ça fonctionne. Donc HTTP c'est Hyper Text Transfer par couche application. Donc pour ceux qui connaissent le modèle OSI, donc c'est la couche la plus haute dans le modèle OSI. Donc son but c'est le transfert de fichiers localisés par une URL. Donc le client qui est le navigateur web envoie une requête HTTP au serveur web, celui-ci la traite la requête et en renvoie une réponse HTTP. Donc là on a le schéma là, le principe est assez simple. Donc les serveurs web, bah, pour moi les plus connus, enfin ceux que j'utilise le plus, c'est Apache et Nginx. Il y en a d'autres, mais moi je recommande Apache et Nginx. Voilà. Donc ensuite, une requête HTTP, comment ça fonctionne? Bah, en fait, les messages HTTP, donc requête et réponse, donc ça constitue en une ou plusieurs entêtes séparées entre elles par un saut de ligne en fait. Puis suivi obligatoire par une ligne blanche. Ça c'est important de se rappeler de ça, parce que des fois quand vous jouez avec Burpsuit et que des fois vos requêtes HTTP ça marche pas, bah, c'est peut-être parce que vous avez oublié de mettre une ligne blanche à la fin. Donc rappelez-vous de ça quand ça marche pas, que vous savez pas pourquoi, bah, c'est peut-être à cause de ça. Une requête HTTP, donc ça débute par une ligne donc, qui est constituée de la méthode HTTP, suivi de l'URL ciblée finissant par la version HTTP utilisée. Je vous montre un exemple après de toute façon. Puis les headers, c'est le formel suivant, donc c'est le nom du header, de points avec la valeur. Chaque header a une signification. Faut cliquer sur Google à chaque fois pour voir ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Donc voilà un exemple. Donc là c'est pour le host c'est Club Hacking. Donc là on va à la racine de l'host là, donc à la page d'accueil. Si c'était news.php, ben là il y aurait news.php. Là c'est une méthode get et puis la version c'est http 1.1. Je pense que tout le monde, la grande majorité des sites c'est 1.1 là. Là on a l'user agent, là c'est donc votre navigateur. Donc pour moi c'est la dernière version de Firefox. Puis là, il y a d'autres affaires, l'encodage, tout ça, donc ça c'est un peu moins intéressant. Voilà, donc ça que ça ressemble. Vous ne verrez pas ça via le navigateur tout de suite, quoi. Donc, avec le debugger, Firebug, il y a moyen de le voir, quoi. Donc on va voir ce que c'est les différentes méthodes HTTP. Donc il y en a plusieurs, mais les deux les plus courantes c'est get et post. Il y en a d'autres, put, it, tout ça, mais celles qu'on verra les plus souvent c'est get et post.
Donc la méthode get, donc ça permet simplement de demander une ressource en fait. Puis on peut envoyer des données directement dans l'URL aussi quoi, des petites données, hein, que pas, on peut pas. Je pense qu'il y a moyen d'uploader de quoi avec le get, mais c'est pas fait pour. Donc là on a un exemple d'URL avec les variables get, donc ça c'est séparé par un point d'exclamation, d'interrogation. Puis là on a donc le nom de la variable qui est couleur égale bleu. Puis là donc là c'est la deuxième variable avec forme rectangle quoi. Donc ça peut afficher quelque chose dans la page web quoi. Donc voilà. Donc c'est ça. Puis la méthode post c'est la même chose sauf que les données on les envoie dans un payload, donc pas directement dans l'URL, donc à la suite dans la requête HTTP, à la suite des entêtes. Donc voilà une image qui résume un peu ce que j'ai dit. Donc là on a la méthode get tout ça. Puis on a la méthode post avec les payloads. Donc la différence entre la méthode get et post, c'est que la méthode get normalement les données qu'on envoie via l'URL ne sont pas censées modifier les données quoi. C'est pas censé voilà. Donc on utilise le post pour l'envoi de données complexes, donc upload de multimédia ou pour la validation de formulaires quoi. Euh, Voilà, donc on va voir maintenant les réponses HTTP. Donc ça ressemble pas mal à une requête HTTP, sauf que en première ligne, on a d'abord la version HTTP utilisée, suivi du code du résultat, du statut de la requête, et suivi de la signification de ce code-là. Donc puis pareil, ensuite, comme pour les requêtes, on a plusieurs en tête aux réponses à HTTP ou autres, quoi, comme TXT, machin comme ça. Voilà, donc là, c'est un exemple de header. Donc là on a la version ici, le code donc 200, ok, donc ça c'est ce que vous verrez le plus souvent quand ça marche. Puis là on a la date, puis là on voit quel type de serveur c'est, donc c'était Apache avec l'OS Ubuntu. Là on voit quel langage est utilisé, là donc pour faire une reconnaissance de ce qui est utilisé dans l'application web, ça peut être pas mal de regarder dans la réponse HTTP. Puis le type de contenu envoyé, donc texte HTML. Donc là, puis là il y a le début, j'ai pas tout mis là, mais là ensuite on a donc faut pas oublier la ligne aussi. Donc voilà, on a la page HTML qui est renvoyée ensuite quoi. Donc il existe plusieurs réponses HTTP, donc il en reste un paquet, mais les plus connues c'est celle qu'il y a dans ce tableau. Donc 200 OK qu'on a vu, donc la requête a été accomplie. 301, donc MoveEd, ça c'est le code qu'on verra dans la réponse. Donc, ça c'est pour les redirections. 400K, donc ça tout le monde en a déjà vu dans sa vie, donc c'est quand la page n'est pas trouvée. Et puis 500, éternel erreur, c'est quand le script derrière ou autre, quand le serveur ne provoque une erreur, quoi. Donc quand il y a un truc qui marche pas, quoi. Voilà. Donc ensuite, pour finir, on va voir ce qu'est un cookie. Donc un cookie, donc c'est une suite d'informations générées par le serveur web que celui-ci, le client là, conserve dans son disque dur. Permet entre autres de s'authentifier, mais ça permet de faire un paquet d'autres choses aussi, genre localisation par GPS, machin, tout ça, donc il y a un paquet d'autres choses. Pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le fait que ça authentifie avec le cookie, ça permet de s'authentifier sur le site web, quoi. Donc le serveur, donc dans la réponse HTTP, donc le serveur fournit le cookie via leader set cookie, et le client ensuite une fois qu'il l'a, il le renvoie donc dans l'entête cookie quoi. Donc on appelle cookie de session, c'est ce qui permet au site web de vous reconnaître lors de votre visite quoi. Euh, donc par exemple pour un site de e-commerce, il permet de conserver votre panier d'achat quand vous passez d'une page à une autre quoi, par exemple quoi. Euh, donc s'utiliser un cookie de session et l'utiliser dans une requête HTTP vers le serveur web, ça permet d'usurper l'identité de l'utilisateur à qui on a chopé le cookie. Donc si vous chopez le cookie d'un administrateur, vous pouvez être administrateur sur le site web quoi. Donc voilà. Donc, maintenant on va passer à Burp Suite, à installation et configuration. Donc normalement vous l'avez tous téléchargé. Sur Kali c'est installé par défaut. Euh, Donc c'est ça, donc Burp Suite c'est vraiment le logiciel, je pense, le plus populaire en ce moment. Il y en a un paquet d'autres là, mais c'est celui le plus populaire du moment. Et donc c'est celui-là qui permet de tester la sécurité des applications web. Le bouquin ici là, l'auteur de ce bouquin là, le livre de référence, et c'est lui qui a comme créé Burp Suite quoi. Je crois que c'est Monsieur Pinto, je pense.
Donc il a écrit et le bouquin et Burp Suite, quoi. Donc c'est installé par défaut sur Kali, et puis donc il faut configurer son navigateur web, donc, et installer le certificat SSL aussi pour intercepter les requêtes HTTPS. Le protocole HTTPS, en fait, S pour Secure, c'est une combinaison du HTTP avec une couche de chiffrement comme SSL. Donc ça permet de crypter la communication, parce que HTTP c'est pas crypté, quoi. Euh, ce protocole utilise donc les certificats électroniques qui sont signés par les autorités de certification pour valider l'identité du serveur web. Comme Burp Suite, le Burp Suite que vous utilisez n'est pas reconnu par une autorité de certification, forcément, puisque vous le lancez. Eh bien, il faut installer le certificat SSL, quoi. Voilà. Donc j'ai mis les instructions ici. C'est assez bien expliqué sur le site de Burp Suite. Je vais quand même vous montrer comment faire pour le SSL. Je pense que c'est assez évident là, mais il suffit de regarder les images à droite dans le site et puis il n'y aura pas de problème. Je vais faire la démo pour le SSL, le configurer le proxy Burp Suite. Donc là, il suffit de lancer Burp Suite, puis votre navigateur. Voilà, donc là, il y a toujours ça. Je vais mettre... Ah, oui. Ouais, ouais, il y a plus, ouais, il y a plus de fonctionnalités avec la version payante, quoi. Que nous, tout ce qu'on verra, tout est gratuit, quoi. Puis ça permet déjà de faire beaucoup d'affaires avec la version gratuite, quand même, quoi. T'as le scanner, par exemple, puis dans l'intruder, t'as des fonctionnalités qui sont pas présentes dans la version gratuite, quoi, par exemple, quoi. Je Voilà, donc là j'ai mon Burp Suite qui est lancé. Euh, voilà, donc là dans la partie proxy, ça c'est à on. Puis là je vais donc moi il est déjà paramétré pour ça, donc c'est normal que moi ça marche pas. Donc là sur Firefox, alors sur les autres navigateurs vous checkez dans la doc, moi je ferai que pour Firefox. Donc vous allez dans Advanced, j'ai cliqué ici là pour aller dans le menu là, donc préférences. Dans Advanced, et puis là vous allez dans Network, Setting. Hop, puis là vous avez la configuration pour le proxy. Puis là vous mettez manuel proxy configuration, vous mettez 127.0.0.1, c'est votre machine à vous. Voilà. Puis le port c'est 8080 et n'oubliez pas de cocher ceci là pour que tout passe par Burp Suite, quoi. Puis là avec ça ça sera bon, quoi. Voilà, donc ça, voilà. Et puis pour le certificat, normalement c'est dans la même page ici. Puis là, ici, vous allez dans View certificat. Puis là, avec le certificat que vous allez télécharger dans, je crois que c'est http burp. Là, vous verrez comme l'interface de Burp sur le navigateur. Et puis là, vous pourrez télécharger tout est expliqué sur les liens que je vous ai envoyés. Puis là, vous mettez un port et le fichier que vous aurez téléchargé sur le site Burp là. 8080. Dans la doc, dans les liens que j'ai fournis, tout est bien expliqué. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir me voir, quoi. Euh, voilà. Et puis là, pour tester, pour voir si ça marche, donc on va commencer à utiliser Burp Proxy. Donc, qu'est-ce qu'un proxy? Donc un proxy, ça, pour nous, là, c'est ce qui se situe entre le navigateur et quoi. Donc il permet d'intercepter les requêtes HTTP. Et puis avec Burp Suite, donc c'est son outil principal, pas mal, quoi. Et puis donc ça permet d'intercepter les requêtes et de les éditer aussi. Donc, bon, avant de les envoyer au serveur web, quoi. Donc là je vais commencer à euh, intercepter une requête. Donc je vais aller sur n'importe quel site web. Hop, voilà, par exemple Wikipédia. Voilà.
Donc bon là donc là c'est oui. Non c'est pas voilà, donc j'ai beaucoup de plugins aussi donc vous mettez forward si vous avez des plugins aussi, vous mettez forward jusqu'à ce que vous tombez sur le bon truc que vous voulez capturer là. Voilà. Ok, donc moi je vais faire plus simple. Voilà, moi je mets intercept off on pour tout faire passer là. Là je vais juste recharger la page quoi. Voilà, donc au bout d'un moment, vous aurez get, donc là vous avez Wikipédia, donc là si vous reconnaissez les caractères un peu bizarres là, c'est de l'encodage du URL. Puis là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez ici, donc si vous voulez rajouter des headers, vous pouvez tout faire quoi. Donc c'est ça, et puis là, soit vous la droppez pour empêcher qu'elle passe, soit vous la forwardez pour la faire passer. Puis là, il y en a d'autres à faire, je pense que c'est les cookies ici là. Voilà, donc là on a les cookies ici. Donc là on a le leader, tout est là-dedans là, mais là ça permet de filtrer. Et puis là ça en exa. Et puis je mets forward. Voilà, et puis là après ça c'est un autre truc comment dire, on voit. Puis là la charge est. Là, la page s'est chargée. Là ça se peut qu'il y ait du CSS externe ou joueur d'affaires voilà, qui est pas chargé. Mais voilà. Donc là, paquet d'affaires. Voilà. Ça c'est mes plugins qui sont bouclés. Voilà. Puis là, si vous allez dans Target, vous verrez la liste. Donc moi, il y en a un paquet parce que j'ai. Voilà. Là, vous verrez la liste des sitemap en fait qui a été fait. C'est-à-dire toutes les URL où le navigateur est passé pour charger la page en gros. Puis là, si vous allez là-dedans, vous verrez les dossiers vers statique. Donc je pense que dans statique, il y a les images de Wikipédia là, genre d'affaires là. Donc là-dedans on peut voir un paquet de choses quoi. Puis là ça nous permet aussi de voir la réponse aussi là, donc avec le header. Ici là tout un paquet de trucs, tout a été ok. Et là avec le contenu du JavaScript ici là. Du JavaScript ici là. Donc voilà. Est-ce que tout le monde arrive à intercepter des requêtes HTTP? Voilà. Puis là, voilà. Donc là, maintenant, pour ceux qui arrivent, bah, vous êtes prêts pour faire les challenges suivants. Donc c'est vraiment des challenges à base. Donc avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement vous êtes capable de faire ces challenges-ci là, en checkant comment les requêtes, les réponses, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les challenges, quoi. Voilà. Donc là on va voir une autre fonctionnalité de Burp, donc Burp Spider. Donc ça de mapper un site web. Donc quand vous intercédez une requête sur un site web, vous faites clic droit, vous allez dans Sound Spider. Puis là il va mettre un truc, puis là vous mettez oui. Hop, et puis là ça va automatiquement il va aller checker qu'est-ce qu'il y a il va mapper le site web. Puis là si vous allez donc bon là j'ai beaucoup de choses là, mais là si vous allez dans hacking et ouais, il va faire plus que ce que j'avais que juste ce qu'il avait fait dans l'interception. Il va vraiment checker tout ce qu'il y a sur le site web. Et là, ça permet ça donc d'avoir un paquet d'affaires sur le site. Là, donc là, on a mon dossier PDF par exemple avec tous les PDF qui sont accessibles. Euh, les scripts JS là, donc tout ce que je charge, les images, ce genre d'affaires quoi. Donc ça peut être utile pour certains challenges. Pour avoir des infos qu'on n'a pas qui nous a peut-être échappé. Donc voilà, donc ça, donc là il y a, puis là on voit un peu la structure de notre truc, de notre site web quoi. Donc c'est ça. Euh, voilà. Et puis avec Burpsuite, donc vous serez capable de, voilà, donc là il y a ce challenge là que vous serez peut-être capable de résoudre avec Burpsuite là, avec le spider de Burpsuite quoi. Donc, donc on va voir le dernier tool, donc Burp Intruder. Euh, donc c'est ça. Donc ça nous permet d'automatiser certaines attaques, de personnaliser certains payloads là. Donc l'outil est vraiment très complet. Puis avec la version payante, il y en a plus que ça encore quoi.
Je vais attendre que vous finissiez tous ces challenges en fait. Ouais, c'est ça. Donc je vais attendre que vous finissiez les challenges de toute façon. Ah, attends, c'est un... Hop. Hop. Donc là on va voir comment fonctionne Burp Intruder. Donc la dernière fonctionnalité de Burp Suite qu'on va voir. Donc ça permet d'automatiser les attaques contre une application web. Donc c'est un outil très complet et on n'en verra qu'une utilisation de base. Il y a la version payante qui permet d'en faire encore plus. Donc là je dis nous, mais ça sera moi que moi en fait pour l'exemple. On va vérifier le nombre de challenges disponibles sur Ring 0 quoi. Donc je sais qu'avec le target et le spider ça c'est on peut déjà le faire quoi. Mais c'est juste pour l'exemple quoi. Donc voilà. Donc voilà. Hop. Hop, voilà, donc là j'ai intercepté une page web d'un des challenges là, donc je vais l'envoyer à Send Intruder. Voilà, donc là j'ai la cible, donc là j'ai un paquet d'affaires, puis ça, chaque truc ici, c'est les variables qu'on a. Donc moi je vais juste tout enlever pour pas avoir, il met ça automatiquement pour les cookies si on veut les modifier. Moi je vais en rajouter un manuel ici, là dans le chiffre, puis je vais mettre add, voilà, donc là j'ai, donc là c'est une variable que je vais, c'est là ici que je vais faire mon attaque là, donc pour checker tous les sites, tous les challenges de Ring 0. Là tu m'as dit que le plus rapide c'était Battering Ram, c'est ça? Le plus... Ok, voilà, donc il y a plusieurs types d'attaques, il faut aller checker à doc, ça fait la même chose, enfin en tout cas, mais Spider par défaut ça marche. Donc là ensuite je vais dans la partie payload. Et là, payload 7, je pense que dans la partie version gratuite, on peut sélectionner qu'un seul payload en fait. J'ai pas. Ah ouais? Parce que moi j'ai essayé hier en mettant plus que ça là, par exemple ici là, si je rajoute ici, par exemple. Puis là, je vais là, puis là c'est ça, je peux pas checker, je peux pas aller chercher le deuxième quoi. Tu vois. Ok, donc là on voit. Donc si je. Ok. Voilà, ok. Voilà. Merci, merci. Ok ça. Donc finalement utiliser truc là, le troisième. Comme ça vous pouvez choisir sur quel pilote vous voulez attaquer là en fait quoi. Voilà ça. Donc là il y en a que deux parce que j'en ai choisi que deux. Donc je vais remettre clear encore voilà. Donc là je vais reprendre celui-là. Hop, je mets add. Là je vais sur le payload. Là j'ai un et puis là quel type de payload je veux. Et là nous on veut integer je crois. Donc ça doit être number. Voilà number voilà. Et là ensuite donc là donc séquentiel. Donc là je vais mettre from 1 to 100, on va juste faire 100, on va pas tous les scanner. Et step 1, donc on va y aller un par un, voilà. Euh, Puis là on peut mettre ça en hexadécimal ou en décimal, on va le faire en décimal. Puis là il y a d'autres options encore, on va pas toucher. Là on voit à peu près la tête qu'aura le payload. Et puis là le reste on va pas toucher non plus. Donc là notre attaque est prête. Puis là je vais mettre start attack. Les attaques type pour between en 2 et 20 pelote position. Ah, parce que c'est le. Ça doit être ça, je pense. Si je mets cluster bomb, peut-être que ça marchera mieux. Voilà, donc on va remettre finalement, mettez sniper. Voilà, sauf que vous pourrez le faire qu'avec un seul payload à la fois si vous voulez éditer deux payloads, faire vos attaques. Donc, je pense que c'est dans la version payante que ça peut marcher, quoi. Donc, là, on peut faire qu'un payload à la fois. Donc, vous sélectionnez votre truc et puis ça sera le premier que vous pourrez le faire. Hop, voilà, puis là, voilà, puis là, il nous dit, c'est ça, que la Free Edition permet quelques trucs, pas tout. Et voilà, donc, et là, normalement, il va me, voilà, et là, ça va me lancer donc, j'aurais peut-être dû le faire avec Battering Ram, ça irait peut-être un peu plus vite. En tout cas, il est en train de checker chaque challenge. Puis là, je peux aller regarder, par exemple, sur celui-là. Et puis là, j'ai la réponse avec la taille de ce qui a été renvoyé, avec la réponse et tout.
Et puis là, je sais pas quel challenge c'est. Là, je peux aller dans le render pour avoir le render acheté. C'est sûr que ça sera jamais aussi beau que sur un vrai navigateur là, mais ça nous permet d'avoir un aperçu de ce qui est envoyé. Donc voilà, donc là c'est les Squall Injection. Et puis là, si je vais sur celui-là, le temps qui charge. Voilà, le temps qui charge. Là, je vois que c'est un autre challenge. Voilà, donc ça c'est un challenge de forensique, je pense. Donc voilà, là, on les a tous. Donc je vais arrêter pour pas spammer plus que ça le voilà, ring 0. Voilà. Bien, donc je vais continuer avec les Squall Injection. Donc on va voir les bases des Squall Injection. On va voir d'abord qu'est-ce que les langages web et les SGBDR avant de faire des Squall Injection. Donc la majorité des sites web proposent du contenu dynamique et une interaction avec leur utilisateur, ce qui nécessite l'utilisation d'un langage web pour générer les pages là. Les langages les plus populaires en ce moment, c'est PHP, ASP.NET, J2E, Python avec le framework Django et Ruby avec le framework ROR, pardon, Ruby on Rails. Donc moi, je recommande Django et Ruby on Rails. Ensuite, pour stocker et traiter les données des utilisateurs, on utilise un SGBDR, donc système de gestion de base de données. Le R, c'est pour relationnel, tel MySQL, PostgreSQL ou Oracle. Il y en a d'autres, mais voilà. Puis là, je mets un lien à chaque fois vers des tutoriels sur chacun des trucs. Voilà. J'ai pas parlé de Node.js aussi, qui est du JavaScript côté serveur, pour pas mêler le monde. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avant. Et là, on voit derrière en backend comment ça se passe. Donc là, par exemple, un serveur web qui fait rouler du PHP. Donc là, on demande le fichier PHP. Par exemple, pour une authentification utilisateur, le fichier PHP va envoyer une requête à MySQL. MySQL va envoyer une requête SQL qui va aller chercher dans la base de données, ça va la renvoyer, puis hop, ça remonte. Et là, PHP génère le fichier, un fichier ou un HTML qui renvoie au serveur web, qui renvoie au client, quoi, sous forme de page web, quoi. Voilà, ça c'est donc le langage SQL. Donc le langage SQL, ça veut dire SQL, ça veut dire Structured Query Language, donc ça permet d'exploiter des bases de données relationnelles, parce qu'il y a des bases de données qu'on appelle NoSQL, qu'utilisent les Facebook, Amazon, Google, là, le langage SQL, c'est bien pour ce qui est petit, entre guillemets. Dès que ça commence à devenir vraiment massif, quoi, comme les big data, tout ça, là, donc sur Internet, quoi, là, on a besoin de bases de données NoSQL, quoi. Donc là, mais pour nous, et pour la plupart des sites web qu'on trouvera, ça sera du SQL, quoi. Donc comment une base de données relationnelle fonctionne? Les données sont contenues dans des tables en fait, composées d'un en-tête et d'un corps, quoi. Donc les en-têtes c'est des champs en fait, donc tu as le champ ID, nom, password, rôle, pour une table qui se nomme user, avec le corps qui est les données elles-mêmes là. Donc c'est-à-dire le ID avec le nom admin, password et le rôle ici, quoi. Donc voilà. Euh, donc le langage SQL, donc les requêtes SQL, donc c'est ce qui permet de manipuler les bases de données. Donc voilà la requête. Donc ça c'est une requête de base. Donc là on va select, donc on va lire dans la base de données nom, rôle. Donc on va sélectionner les champs nom et rôle sur la table user où ID égale 1. Donc là en fait on va sélectionner seulement cette ligne sur la table en fait. C'est ce que va renvoyer la requête SQL, quoi. Voilà, avec seulement les champs admin et admin en fait, nom et rôle, quoi. Donc c'est deux, voilà. Donc ça c'est la requête SQL de base, quoi. Donc ensuite pour les SQL, donc en fait comme alors j'espère que ça m'a pas coupé. Ah ouais, j'ai peur que j'avais plus de batterie, mais en fait non, estimation court, je crois, ok, bon, je vais essayer de la faire, sinon on va me falloir qu'on me prête un ordi. J'aurais même pas pu faire la démo là. Ok. Pour s'authentifier, l'utilisateur rentre via un formulaire et son mot de passe. Donc ceci. Donc là, non. Donc là, ça select role user where non égal. Donc là, c'est l'input qu'on envoie. Là, les deux inputs. Donc dans chacun dans la requête. Puis ça, voilà. Donc ça représente ce que l'utilisateur a envoyé dans le formulaire. Par exemple, si l'utilisateur rendu Dupont est un teint, eh bien, on aura
cette requête-là au final, quoi. Donc il faut savoir que pour les apostrophes, ça indique le début et la fin d'une chaîne de caractères, quoi. Donc voilà. Voilà, ça faut bien se rappeler ça pour la suite. Voilà. Donc par contre, si l'utilisateur rentre un apostrophe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, si le serveur, le script est pas protégé contre les injections SQL, eh bien il va générer une erreur puisqu'il va y avoir un apostrophe en trop dans la requête SQL, quoi. Donc ça va pas marcher. Puis là, il va vous renvoyer, si c'est mal configuré son truc, il va vous renvoyer un message d'erreur. Et ça nous indique que le site est vulnérable par SQL injection, quoi. Donc on peut faire des injections SQL. En utilisant par exemple l'apostrophe, on peut tester si le site est vulnérable ou pas. Donc ensuite, pour l'exploiter, par exemple, il faut qu'on se débrouille pour que la requête soit valide. Donc pour ça, on va par exemple envoyer admin apostrophe et dièse. Dièse, c'est le caractère qui permet de commenter avec le HGBD MySQL. Ça permet de faire des commentaires, quoi. Donc en gros, on met ça, on ferme la string, et puis là on met le reste en commentaire. C'est-à-dire qu'on bypass password, c'est ça qu'on n'a pas besoin du password pour se connecter, quoi. C'est ça le principe du SQL injection de base, quoi. Après il y a des trucs plus compliqués pour bypasser des fils, tout ça. Ça c'est la base, quoi. Donc voilà. Et donc là avec ça, vous êtes capable de faire les premiers challenges. Je vais essayer de faire une démo sur Metasploitable. Donc je vais faire la démo sur la SQL Injection. Donc sur DWA, on a donc Metasploitable d'installer sur cette adresse à 192.168.1.2. Le login c'est admin password, le login par défaut, quoi. Voilà. Pour faire le test, il ne faut pas oublier sur DWA Security de mettre la sécurité à l'eau pour pouvoir faire des SQL injection de base. Donc, donc ici on a donc un formulaire. Comme je l'avais dit, il suffit pour tester si le site est vulnérable au SQL injection, il suffit juste de tester avec l'apostrophe, c'est la première chose à faire, et regarder ce qu'on renvoie. Voilà. Donc on voit que le serveur renvoie une erreur. Ce qui nous donne aussi des informations sur le HGBD utilisé, MySQL, ce qui est important pour la syntaxe de la requête SQL, parce que ça peut il y a quelques différences entre les HGBD. Voilà, donc maintenant que je sais que le site est vulnérable au SQL injection, je vais capturer, intercepter la requête. Je vais l'envoyer dans le répéteur pour me faciliter la vie. Donc je fais clic droit, une fois la requête interceptée, clic droit, send to répéteur. Et voilà, et puis là, je mets go, et voilà, donc là j'ai bien l'erreur. Et là, ça va me permettre, donc là on voit le pourcentage 27, qui est l'encodage URL de l'apostrophe. Et là, je vais pouvoir tester mes affaires. Si sans à chaque fois devoir réintercepter la requête et faire le forward, tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je peux voir aussi voilà, donc la réponse ici là, donc avec le header, tout ça. Donc c'est plus pratique, comme ça. Et puis je peux avoir un rendu donc, qui sera toujours moins beau que le navigateur web, mais c'est pour nous faciliter la vie un petit peu. Donc là c'est la requête comme elle doit fonctionner normalement. Donc là là on voit que c'est un number qui est utilisé. Et là ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'afficher tout le contenu de la table en fait, en effectuant une injection SQL, quoi. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là je mets donc là il faut bien réfléchir à quoi ressemble la requête. Donc là on a select, donc name, surname et id. Donc déjà from, le nom de la base de données, where id égale 1. Et puis donc là on peut faire donc plus c'est l'espace dans une URL, quoi, que ça faut savoir. Plus 1 plus or plus 1 égale 1. 1 égale 1, c'est toujours vrai. Puis là je mets en commentaire
le reste de la requête SQL. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne pas du tout. Donc il faut peut-être encoder l'injection SQL en, en URL encode. Donc ce qu'on va faire maintenant, voilà, hop. Donc là je vais revenir dans le répéteur et là je vais remplacer la chaîne par ça, hop, et je submit. Est-ce que ça marche? Ça marche. La requête est bien exécutée, enfin ça renvoie admin mais pas avec le bon ID. Donc et puis là je vois que les plus sont affichés. Donc ah ouais, parce que je les ai mis, je les ai encodés, donc forcément. Voilà, donc c'est le 2B. Je vais juste mettre plus. Je pense que j'avais juste le dièse à encoder en format en URL encode. Okay. Voilà, donc bon là il me met pas ça, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais reprendre pour voir plus clair. Je vais reprendre ça et juste laisser le 23 derrière. Hop. Peut-être qu'il me prend en format string. Hein. Ah voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'était pas, il le prend en format string, donc le ID est en format string, donc il a fallu que je rajoute l'apostrophe ici. Et puis là, ma SQL injection marche. Donc là, vous m'avez vu gosser pas mal de temps, donc c'est un peu comme ça qu'on cherche les SQL injection là. Donc on teste plusieurs affaires et le répéteur, ça nous facilite beaucoup la vie pour ça quoi. Donc là, on voit que ça marche puisque toute la table est affichée là, donc en une seule requête quoi. Donc voilà, donc ça c'est une requête SQL de base là. Donc là j'ai fermé avec l'apostrophe. Là j'ai fait or 1 égale 1 qui est toujours vrai. Donc il va m'afficher l'id est égal à 1 ou 1 égale 1, c'est-à-dire le tout, quoi, tout le reste, quoi, parce que ça sera toujours vrai, quoi. Donc c'est ça c'est ça l'astuce, quoi, un peu, quoi. Pas sûr d'être obligé de mettre les plus, tout ça là, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir, les plus c'est égal, et est-ce que j'avais besoin d'encoder en format URL? Je peut-être pas sûr quoi. En tout cas, des fois quand ça marche pas, vaut mieux encoder ça en format URL et puis on voit que ça passe quoi des fois. Donc voilà, donc ça c'était pour la démo sur les SQL injection. Maintenant je vais passer au file XSS. Donc là, donc là vous avez les challenges ici, donc deux challenges de base. Le premier est vraiment très facile. Si vous suivez les exemples d'avant, vous y allez arriver vraiment facilement. Le deuxième, faut gosser un peu plus, mais c'est pas, ça reste toujours de la base quoi. Voilà, donc comment se protéger des SQL injection? Il y a plusieurs méthodes qui existent, mais moi on m'a appris à utiliser les requêtes préparées. Et puis en fait le principe c'est que ça permet à tout impute qui ne soit pas exécuté dans une requête quoi. Donc voilà. Donc pour ça il faut connaître un peu les spécificités de votre langage de votre langage web que vous utilisez. En PHP, moi j'utilise sur PDO, toutes les statements, tout ça. Donc si vous allez checker dans la doc, vous verrez plus d'infos là-dessus, quoi. Voilà. Donc ensuite, donc les failles XSS. Donc je vais montrer donc la base. Donc XSS ça signifie donc cross scripting. Donc c'est une des failles les plus connues. Depuis que le web existe, quoi, elle a toujours été dans l'OASP, dans le top 10 des failles les plus, les plus trouvées, quoi. Donc en gros, ça consiste à injecter des balises HTML afin de pouvoir exécuter. Et la plupart du temps, si on veut exploiter la faille, on utilisera un langage de script comme JavaScript, quoi. Donc via un formulaire, quoi. Donc par exemple, dans le poste d'un forum quoi,
Donc si le code n'est pas protégé, et bien ce code-ci va s'exécuter quoi. Donc je vais faire la démo sur Metasploit. Voilà. Donc là il y a plusieurs types de XSS, mais pour la base on verra les XSS stockés quoi. Voilà, je pense qu'il faut que j'enlève je vais mettre mon intercept à off. Voilà, donc là, voilà, donc ça j'avais fait la démo hier, donc j'avais mis ça dans le formulaire ici. Donc là, si je vais dans le debugger, voilà, donc là je fais dans expect, si c'est non, inspecter là. Là, si je mets ça, hop, là on voit ici le JavaScript quoi, qui sera exécuté quoi, parce que c'est comme il est comme vu comme du contenu. Là, si je mets là, voilà. Il sera considéré comme du contenu. Les balises script, ça fait partie du HTML. Donc ceci va s'exécuter. Non, voilà, c'était plutôt en bas. Voilà, ici là, donc là on voit script. Voilà. Ici en fait j'avais oublié de mettre DWA, la sécurité à low. Donc là il interprète pas le JavaScript injecté, parce que la sécurité est plus haute quoi. En remettant la sécurité à low, le le JavaScript est bien considéré comme une balise, enfin du code dans le HTML quoi, et le JavaScript ça exécute quoi. Donc pour ceux qui connaissent le JavaScript, ils doivent se rendre compte que c'est une faille XSS, c'est assez grave. On peut faire beaucoup de choses avec là. On peut comme on peut exécuter tout le JavaScript qu'on veut, on peut modifier la page comme bon nous semble. Et puis si on exploite la faille correctement, on peut usurper le cookie de tous les utilisateurs qui visitent la page, puisqu'ils vont exécuter le JavaScript quoi. Donc c'est ce qu'on va voir pour la suite. Donc là, c'est ça. Donc là il y a un challenge à faire donc sur RootMe, un XSS stocké de base. Pour ce faire, euh, voilà, euh, donc il faut que vous réussissiez à usurper le cookie de l'administrateur. Donc en fait c'est un bot qui va régulièrement visiter la page. Donc là il faudra vous débrouiller pour rediriger le bot vers votre serveur web et faire en sorte qu'il vous envoie son cookie. Euh, JavaScript permet de faire tout ça. Donc avec document.cookie. Donc si j'ouvre le lien, on va voir un peu la doc là-dessus. Voilà, donc là, c'est un document cookie. Donc document cookie contient le cookie de la page quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le récupère. Ensuite, pour comment rediriger un utilisateur, il y a deux méthodes. La moins propre mais la plus simple, c'est avec location replace. Donc il suffit de mettre ça, et puis là ça redirige les utilisateurs vers votre site web. Et là vous pouvez récupérer, je vais vous montrer un payload tard, mais là vous pourrez récupérer le document cookie comme ça. Et puis ensuite, c'est ça. Et puis pour ceux qui connaissent un peu plus le JavaScript, il y a l'Ajax quoi. Donc là il y a un tutoriel sur OpenCasRule que je trouve assez bien fait. Donc vous pouvez aller voir là-dedans. Donc là ça explique qu'est-ce que l'Ajax. Donc en gros ça permet d'envoyer des requêtes HTTP sans recharger une page web là. Donc voilà. Donc ça permet de. Donc là vous voyez pas JavaScript ici. Puis là en mettant de l'Ajax et puis en mettant un message bidon, et bien l'administrateur va pas forcément se rendre compte qu'il y a du JavaScript malveillant qui roule sur son site. Par contre, si vous redirigez tous les utilisateurs avec location.replace, là c'est sûr que on va se rendre compte assez vite de l'injection XSS quoi. Donc je vais vous montrer mon payload en Ajax. Voilà, donc voici le payload que j'utilise habituellement.
Donc là c'est de l'Ajax. Voilà. Donc idéalement, avant de copier-coller le payload, c'est mieux de le comprendre. Donc là, j'initialise une valeur XHR, donc XML HTTP request, donc ça c'est pour le faire de l'Ajax, voilà, donc nul. Donc n'utilisez pas jQuery, évitez d'utiliser jQuery pour faire vos payloads en Ajax, parce que des fois que le site web ne charge pas jQuery ou quoi, bah ça marchera pas. Donc avec ça, vous êtes sûr, donc en faisant du JavaScript pur là, bah, vous êtes sûr que votre payload fonctionnera quoi, donc, sans aucune dépendance quoi. Donc voilà, donc là je crée l'objet donc XML HTTP request qui permet de faire de l'Ajax. Donc ça c'est pas la façon clean de faire de l'Ajax, mais pour un payload on s'en fout, ça marche très bien comme ça. Surtout que idéalement moins on met de code mieux c'est quoi, donc voilà. Donc là je fais pas si vous regardez le tuto vous verrez qu'il y a un contrôle du statut de la requête, enfin requête Ajax quoi, donc qu'il faut vérifier. Nous on le fait pas, dans mon payload je le fais pas. Mais si vous faites de l'Ajax autre que pour faire du hacking, c'est pas la façon propre de faire quoi. Donc là j'ouvre ensuite donc je crée ma requête HTTP là en gros, donc ça sera une méthode get, donc ça c'est l'URL où je vais pointer. Et puis c'est là, puis là je mets en get le document .cookie que je vais récupérer, et ça true je me rappelle plus de ce que veut dire le paramètre ici quoi, mais je le mets à true quoi. Donc en regardant la doc, vous verrez qu'est-ce que ça signifie quoi. Donc c'est ça. Donc là c'est là ce que l'URL que Rockasbin m'a généré. Donc et puis donc là je pourrais, sans avoir forcément un hébergeur, je pourrais rediriger mon payload là-bas quoi. Puis là ensuite j'envoie la requête quoi. Donc là je mets tout ça dans une fonction, et puis là hop j'envoie, donc là j'exécute la fonction, donc j'exécute mon, euh, mon payload. Donc c'est à ça que ressemble un payload Ajax quoi, en XSS quoi. Donc voilà, donc là il y a un challenge à faire pour vous pratiquer, donc faites-le. Pensez à utiliser le debugger, enfin Firebug, pour tester si votre Ajax fonctionne bien avant de l'envoyer. Normalement si ça fonctionne bien, vous verrez dans request bin votre reader quoi, enfin que vous avez bien visité la page en exécutant le JavaScript quoi. Voilà. Donc pour finir, comment se protéger des failles XSS. On peut se protéger par exemple en utilisant une liste de caractères autorisée, donc une liste blanche, et ou utiliser des fonctions standards d'échappement de caractères comme en PHP par exemple, HTML special ou HTML entities pour tout impute utilisateur quoi. Donc pas forcément que sur les formulaires, il faut penser aux variables get aussi. Et puis même des fois ça peut être directement dans le header, des fois par exemple quand un site dise voici votre adresse IP, qui prend l'adresse IP sur votre header quoi. Là si vous envoyez du code JavaScript dans le header, et bien si c'est pas protégé, et bien ça peut être exécuté, il y a peut-être une faille XSS quoi. Donc vraiment tout impute quoi, qu'il faut vraiment penser à tout quoi, donc pour protéger son site quoi. N'utilisez pas de blacklist pour bannir les caractères spéciaux comme les chevrons, tout ça, parce que c'est dangereux et inefficace, parce qu'on peut pas penser à tout. Donc il suffit qu'on en oublie un ou deux, et puis notre liste noire ça sert on va se faire bypasser quoi. Donc par contre une liste blanche c'est une bonne idée, mais sinon moi j'utilise HTML special HTML entities, quand mes codes sont en PHP, ça suffit quoi. Voilà, donc ensuite si vous voulez vous pratiquer, il y a aussi le TS qui a fait un challenge en ligne. Donc il y a vous pouvez trouver les trois premiers flags, donc c'est du web. Le reste des flags ce n'est plus de l'exploitation web là, donc voilà, donc les trois premiers vous êtes capable de les trouver en ayant suivi l'atelier.
Et puis ensuite, donc il y a Yann Bouchard, un de nos membres, qui a créé un challenge aussi. Euh, donc ici, là je l'ai pas mis ici là, mais c'est sur le port 10 000. Donc il faut penser à mettre 2 points 10 000 quoi. Et puis donc c'est ça. Donc il y a 3 flags à trouver là-dedans. Donc bah gossez là-dessus et puis voilà quoi. Puis si vous avez des questions, posez-les à Yann quoi. Voilà, donc bah, l'atelier est terminé.